Bien bonjour sur Canal 10. En ce dimanche matin, voilà, l'équipe est là, prête à débattre. Vous aussi, vous êtes prêts, je suppose. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 points autour d'une question. Nous allons d'abord parler de la crise sanitaire. Voilà, une crise sanitaire, way ou pas way. Nous allons parler de la guerre, où les militaires ont remplacé les docteurs en sanitaire dans tous les plateaux de télévision du monde. Bon, voilà. Bon. Et nous allons parler de l'autonomie lancée par Macron, celle de la Corse et celle de la Guadeloupe peut-être. Et tout cela sous l'aune d'une question, d'un angle de vue, opportunité ou menace. Voilà. Alors pour faire ça, 4 spécialistes sont là et on va les écouter pour se présenter avant d'en découdre. Jean Seymour, bonjour. Alors, comme d'habitude, d'abord, bonjour à toi, cher ami Nico. Bonjour à vous, chers amis du plateau. Et un bonjour aussi à tous nos amis qui nous écoutent et téléspectateurs fidèles au club. Fidèles avec au club. Vraiment? Bonjour, monsieur Italique. Bonjour aux amis du plateau. Oui. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et puis, j'espère que nous allons leur donner satisfaction. Parfait. Lors de Eco Club de ce dimanche. Oui, parfait. Reverse Pernel, bien bonjour. Je me joins à tout le monde. Bonjour à tout le monde et aux autres. Ouais. Alors, voilà. Parfait. Oui, bonjour mon cher Nico, bonjour à vous tous et à ceux qui nous écoutent. Parfait. Alors, qui sont au moins 2 ordres, ils sont ceux qui sont sur le Facebook. Hein, Oui, bon, ils sont plusieurs milliers. Voilà. Ouais. Et ceux qui sont sur leur poste, ils ne sont pas comptés. Voilà. Ils sont plus nombreux encore, mais voilà. Donc, parce qu'on n'est pas sur médiamétrie. Mais bienvenue à tous, qu'ils soient ici, en France ou ailleurs. Bonjour à Zébris, de Canal 10. Il paraît que, on ne sait pas s'il va en Martinique, s'il va en France, mais bon, peu importe là où il ira, Canal 10 sera là, hein, et nous nous saluons. Je salue également un monsieur Deloumeau, c'est-à-dire que j'étais hier sur la place de Gertière-Chimède où il y avait le mouvement social, enfin, qui était là pour cette question de grève, de la faim, tout ça. Ce monsieur va mieux, donc je le salue. Bon. J'ai des choses à lui dire, mais pas ici. Bon. Et puis, je salue également une jeune femme qui est sortie de Monterrand. Voilà. Et libérée de Monterrand. Voilà. Très, très bien. Elle n'avait rien à faire là, docteur. Bien. Donc, on va y aller. Hein. On va y aller. Alors, nos 3 questions. On a dit 3 questions. On a dit, hein. Bon, la crise sanitaire, hein, la guerre et l'autonomie, hein, menace ou opportunité. Alors, pour lancer la question, je vais oser vous faire écouter pendant 1 minute 30, pas plus, un mode de règlement de conflit. Hein, il est question de Marlon Brando. Et peut-être de la mafia. Encore. Un mode de règlement de la question. Alors, 1 minute 30 de Marlon Brando pour nous inspirer peut-être sur les modes de règlement des conflits, qu'ils soient sanitaires, guerriers, politiques. Alors, on y va. Alors, technicien, est-ce que vous êtes prêts pour nous faire écouter 1 minute 30 hein, du patron de la mafia? Allons-y. Il y a quelques mois, il a pris les droits sur un bouquin, un best-seller pour en faire un film. Et c'est le rôle principal. Il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer, j'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, parrain, je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que t'es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire! Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien.
Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Écoute-moi. Je m'en occupe personnellement. Merci. Et bien voilà. L'humanité de cet homme est exceptionnelle. Parrain, humanité terrible. Bon, j'aimerais que vous réagissiez un peu sur ça, sur l'humanité, pour régler un problème. Hein? Et puis, une offre qu'on ne peut pas refuser. Voilà comment on négocie. Et puis, troisièmement, je m'en charge personnellement. Personnellement. Alors, avant de passer la parole, moi, sur le dernier volet, je m'en charge personnellement. C'est une phrase que j'ai entendue prononcer par Frédéric Jalton lui-même. Je m'en charge personnellement. J'ai entendu Chevry dire la même chose. Je m'en charge personnellement. Quand ces gens-là ont dit « je m'en charge personnellement », c'est clair. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bon, je ne sais pas si tout le monde boxe cette catégorie-là aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pas sûr. Mais, voilà, hein, c'est une provocation globale. Hein. Bon, et puis on peut rentrer maintenant dans le détail. Hein. Le détail, c'est quoi? Le détail, c'est la crise sanitaire. Hein. Opportunité, menace. Est-ce que c'est ce fait-là, hein, dont on dit c'est une tragédie, est-ce qu'elle est qu'une tragédie? Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper personnellement? Jean Zébo, on y va. Bon, en fait, la question c'est bien, est-ce qu'il s'agit-il d'opportunité ou menace globale? Oui, tout à fait. On y va. Moi, je crois qu'il s'agit des deux, manifestement. Il s'agit des deux. En fait, je m'attendais même à opportunité ou menace globale locale et aussi locale aussi. Oui, locale. Donc il y a les trois. N'est-ce pas, à mon sens. Opportunité parce que cette crise-là, cette crise sanitaire, c'est extrêmement désagréable. Il s'agit de pandémie. Nous connaissons tout ce qui s'est passé autour, hein, des malades, des hôpitaux surchargés, ma foi, des morts, des divergences à tous les niveaux, politiques, au sein des familles, etc. Donc oui, mais quand même, c'est une opportunité. C'est une opportunité, je pense, qui a permis même à tous les niveaux du territoire, de rebondir. Rebondir et de se dire que, quand même, voilà, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, on a du mal à affronter cela. Donc, il faut saisir cette circonstance pour bâtir un lendemain meilleur, de manière à faire face à de telles circonstances. C'est une opportunité qui doit redynamiser, n'est-ce pas, tout un chacun, et également les institutions. Et nous l'avons vu aussi comment, sur beaucoup de plans, n'est-ce pas, comment les États ont ajusté leur fonctionnement par rapport au phénomène. Donc, opportunité. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je reste là-dessus. Ensuite, menace. Menace, oui, menace du global local, tout simplement parce que, là encore, le global, le monde, on voit ça a ébranlé quelque chose de fondamental depuis de certains nombres qui existent depuis le XXe siècle et sans doute avant, la mondialisation. La mondialisation a été extrêmement menacée, mise à mal, et la question, elle est aussi d'actualité. Et cette mondialisation qui est menacée au niveau du global a des répercussions sur le local parce que le local est suspendu au global. Voilà. Et finalement, je dirais menace locale. Menace locale parce que, quand j'observe un peu, même les événements, les faits qui se déroulent chez nous en Guadeloupe, nous voyons menace locale, en ce sens qu'il y a, par exemple, la question du collectif, c'est d'actualité en Guadeloupe, où il y a, n'est-ce pas, collectif des pro-vaccins, des anti-vaccins. C'est un phénomène qui a déstabilisé le local, n'est-ce pas? Et puis, pour en terminer, je dirais, au sein de la cellule de base de la société, qui est la famille,
il y a aussi une fissure. C'est aussi, ça a menacé la famille. Moi, je vois dans des familles où, autour du vaccin, autour du phénomène, eh bien, les avis, il y a des divergences, il y a un fossé au sein de la famille. Donc, voilà la réponse que je peux donner assez rapidement et peut-être dans l'évolution du débat, nous allons pouvoir enrichir ce point-là. Ok, alors je me tourne vers Raymond. Raymond, donc, cette histoire de crise sanitaire, pour toi, c'est, on va faire dans la caricature, c'est que de la menace, que des opportunités, un peu des deux, un petit peu de chaque, comme dit quelqu'un. Comment c'est, hein? Bon, aujourd'hui, nous sommes, en tout cas je l'espère, à la sortie de cette crise. Même si il y a encore du rebond ici, comme en métropole et ailleurs. Mais espérons, en tout cas, il y aura d'autres manières de traiter le problème pour ne pas subir ce que nous avons subi depuis fin 2019, 2020, 2021. Et il y en a qui ont profité, à mon sens, aujourd'hui avec un peu de recul, qui ont profité de cette situation pour se mettre en évidence à la presse, dans la rue, à la télévision. Comme nous sommes dans un grand pays démocratique où tout le monde peut prendre la parole et dire ce qu'il veut. Donc il y en a qui se sont mis en évidence de cette manière-là et qui ont introduit de fausses informations dans la population. Je ne vais pas revenir sur la manière dont ça a été présenté par certains pour aller vers le refus en Guadeloupe, en Martinique comme en Guyane, du vaccin. Donc, mais en tout cas, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'il n'y a pas eu de pandémie. C'est dire comment c'est grave. Et ces fake news, cette manière de tromper la population, ça ne paye pas. Ça ne paie pas, il faut quand même être objectif dans la vie et sérieux. Et on voit bien que les gens qui ont traité le problème de cette manière-là, est-ce que ces gens-là ont fait recette de leur popularité personnelle? Ça, j'en suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est que la science a quand même une certaine maîtrise, même si ce n'est pas à 100%. Mais quand même à une certaine maîtrise et des vérifications pour pouvoir statuer sur tel ou tel problème. Et la science a donné un certain nombre de choses. Effectivement, au début, tout le monde a un petit peu balbutié, chloroquine ou pas chloroquine, enfin, ça a été un grand débat. Et petit à petit, on a vu arriver des expériences sur le plan scientifique et on a trouvé très rapidement, parce que la planète s'est consacrée à orienter les recherches en priorité, parce qu'il y allait, en tout cas pour ceux qui y croient, et je crois qu'il fallait y croire, de l'existence même ou de la survie de l'espèce humaine. Si il n'y avait pas eu des initiatives de prise en ce sens, peut-être même que la race humaine serait en péril. Donc il y a eu des recherches accélérées compte tenu des expériences d'autres recherches pour sortir un vaccin rapidement. Il y en a même qui ont critiqué disant que c'est trop rapide, ça ne peut pas être bon. Toujours les mêmes. Mais en tout cas, c'est les mêmes qui sont dans la rue pour parler sur le plan local et qui ont critiqué, ceux-là même sont vaccinés et demandent aux autres de ne pas se faire vacciner. Et, bon, maintenant, il y a pro-vaccin, contre-vaccin, tout ce qu'on veut, mais je dis qu'on n'a pas. Il fallait quand même donner une certaine crédibilité aux recherches et à cette rapidité de trouver un vaccin. C'est dire que le monde a évolué. On n'est pas au 19e siècle, au 20e siècle, début 20e siècle. Aujourd'hui, le monde a évolué et je trouve que c'est tout à fait normal, compte tenu de la capacité de l'homme d'arriver à trouver un vaccin pour pouvoir contrer cette pandémie. Et aujourd'hui, les choses ont tendance à se calmer, en tout cas mieux maîtriser, tant mieux, et j'espère que nous serons aujourd'hui à la sortie. Parfait. Félix Péronel. Oui, alors... Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, oui, comme vous dites, et à des niveaux différents. Opportunité ou menace, je commencerai par dire que c'est identique. Identique mais symétrique. C'est l'idée de pile ou face. Du choix binaire, du dilemme, ouverture ou clôture.
c'est l'un ou l'autre. Toute la difficulté, ça devait être d'imaginer une troisième voie. Donc la troisième voie, c'est aussi par rapport aux parrains, elle est aussi binaire. C'est soit une co-construction mutualisée ou mutualisable, soit effectivement le recours à une dictature, ça veut dire à un parrainage, pour reprendre le film, ça veut dire un tuteur, un mentor qui dit la chose, qui pose la chose, qui a suffisamment d'autorité, de puissance en soi pour l'imposer, qui fait une offre qui est au-delà de toute rationalité, parce qu'on ne peut pas refuser, et qui met dans le rapport à lui-même un rapport au tout-puissant. Alors, pourquoi cette situation? Pourquoi cette convergence? Je crois que c'est parce qu'avant tout, les peurs se sont déplacées. C'est ça le problème. Et les peurs qui se sont déplacées, elles se sont déplacées et elles sont sur l'humanité, sur l'humain. Elles ne sont plus simplement sur la personne, elles ne sont plus simplement sur l'individu, elles se sont globalisées avec la mondialisation, elles sont sur l'humain. Et dans ces peurs qui sont déplacées, ce n'est pas tant la peur elle-même que le vécu de crise qui s'est mondialisé. Alors, au niveau local, peut-être en France, c'était la crise du grand remplacement. On pourrait parler de la même chose aussi ici au niveau de la Guadeloupe. Puis est-ce qu'il n'y a pas une crise, est-ce qu'il n'y a pas une angoisse sur le grand remplacement? Et on voit ce que je veux dire. Mais de manière plus générale, dans une accélération qui est époustouflante, ça a été le Covid, ça a été Poutine, ça a été le pouvoir d'achat. Et donc toute une valse de situations de crise sur l'avenir et non plus uniquement résolution de problèmes du passé, qui pose le problème de ces peurs qui se déplacent et qui font qu'on doit se demander si on n'est pas au carrefour de quelque chose avec effectivement soit une menace fatale et qui est une logique du passé qui se prolonge, soit une opportunité pour effectivement penser un avenir et penser un devenir qui serait posé sur d'autres paradigmes. Et donc effectivement, je crois que le problème est entier, parce qu'il y a une mise en équation de tous les hommes, de tout le statut de l'humanité, non pas par rapport à des résolutions du problème de passé, mais par rapport à une projection sur l'avenir qui est très hypothétique. Excellent. Alors, quoi de neuf du côté de... Poutine. Tout de vieux. De Poutine. De Poutine. Non, pas de Poutine, peut-être. Tout à l'heure, nous allons interroger sur Poutine, savoir ce qu'il a dans sa tête. Le seul spécialiste de Poutine que je C'est connaisse. pas possible, ça. Ouais. Vous me donnez une dimension. Mais j'aimerais l'entendre avant Je n'ai pas ça. de téléphone rouge. Hein, Sur à la quelques maison. banalités. Les choses essentielles arrivent. Ah, c'est des banalités. Alors, sur le fait que notre situation, elle est au carrefour de l'opportunité de la menace. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi Beaucoup de choses, mon cher Nico, beaucoup de choses. Et c'est vrai que je regarde cette crise de manière transversale et dessus. C'est vrai qu'il y a un générique, c'est que cette crise-là, elle n'est pas que sanitaire. On oublie souvent l'adjectif qualificatif que la crise, elle est aussi une crise économique et sociale. C'est un fait. D'ailleurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n'a jamais connu une crise d'une telle envergure. Alors les impacts sont ceux que nous connaissons. C'est une situation pour notamment, et je pense à eux, les chefs d'entreprise qui se battent sur la trajectoire des entreprises, qui s'infléchit, sur l'emploi. Et ça a été dit tout à l'heure, donc c'est une crise dans les familles, et c'est une crise de société, c'est une crise d'une envergure majeure, et dont les conséquences sont encore à venir, et nous ne pouvons imaginer le poids que cette crise va emporter sur les années à venir. J'ai eu plaisir, puisque aujourd'hui nous sommes dans une dialectique sondagière, à l'approche des élections présidentielles. Un dernier sondage, là, du début de mars, disait que plus de 60% des Français ont un bilan négatif, présentent un bilan négatif de la crise. Cela montre bien qu'il y a des questionnements qui sont nécessaires, et il y a une approche de cette crise qui a été, à mon sens, c'est moi qui le dis, tragique dessus. Maintenant, pour rester dans le décorum de ta question, je crois que l'opportunité, elle est pour nous, Guadeloupéens, elle est pour le local, de pouvoir dire au global, attention, nous pas qu'à acheter chat en sac,
n'accepte pas n'importe quoi. Nous ne sommes loin d'être des idiots. Nous avons des personnes qui pensent ici en Guadeloupe. Nous avons des personnes qui connaissent un peu cette affaire et qui disent deux choses. La première, c'est questionner un vaccin expérimental. Oui, normal. Se poser des questions sur justement l'innocuité ou pas d'un tel vaccin. Sa capacité, effectivement, à être vraiment là pour protéger. Et l'histoire donne au local un peu raison en disant que mais malgré que vous êtes vacciné, ce vaccin ne vous empêche pas d'attraper, de contracter la pathologie. L'opportunité, c'est cela, c'est de dire attention, non, nous, non. On ne peut pas non plus accepter que justement que des Guadeloupéens qui étaient les premiers fantassins de cette lutte, et je pense notamment et que je salue les infirmiers, monde médical, aujourd'hui se retrouve dans une situation carrément particulière. Le local a dit au global, non, nous n'acceptons pas que vous créez une situation d'exception sur des personnes dont la loi protège, en ce sens que suspendre la rémunération de fonctionnaires d'État est une sanction. Ce que la loi, aussi scélérate qu'elle soit du 5 août 2021, ne dit pas, mais fait. Le global n'entend pas ce que le local dit. Le local redéfinit et rappelle le sens de la loi. C'est une menace pour le global de constater que le local ne se couche pas dès lors qu'il claque des doigts. Et ça, j'en suis fier. Cette Guadeloupe, cette igname brisée, quelle qu'elle soit, a cette capacité de pouvoir dire que justement, nous ne pouvons accepter n'importe quoi. C'est une menace pour le local, pour le global, d'autant que le vrai parrain dans cette affaire, c'est le collectif en lutte, qui a fait de cette crise sanitaire son affaire, et qui n'hésite pas à mettre les moyens qui sont discutables. C'est vrai, mais les moyens en disant qu'attention, les Guadeloupéens, et j'aime à le dire, ne sont pas, un Guadeloupéen qui souffre n'est pas un ours qui danse. Et qu'on ne fait pas n'importe quoi ici, on ne vient pas dire n'importe quoi ici, on ne vient pas faire sa lessive ici en faisant croire que quelque part, couchez-vous, il n'y a rien à voir. Donc je crois que quelque part, c'est une opportunité pour nous encore de dire que justement, que notre vraie liberté, c'est celle qui est une menace pour le local, le global, c'est de dire que nous avons besoin d'une pensée autonomiste, de prendre le large sur certaines, je dirais, libertés que veut prendre le global sur le local. Mais nous sommes prêts. Le local est prêt. C'est ça qui est important. Le local est prêt. Et ça, bien évidemment, il n'y a qu'à avoir, de toute manière, l'hystérisation du gouvernement dès lors que les Guadeloupéens se sont mis debout. Je suis prêt à vous donner de l'autonomie. Mais on est prêt. D'accord. On a fait un premier tour Oui. sur cette question-là. Je retiens, la crise nous a interpellés dans notre humanité. C'est Raphaël qui a dit ça. La crise nous a interpellés notre rapport à la vérité. Hein? Bon, et peut-être la crise nous a interpellés par rapport au collectif, le rôle de l'État, et peut-être un changement de société par rapport au digital. Hein? Ça, c'est les questions connues. Bon, Jean, tu veux rajouter? Alors, juste pour ajouter quelque chose qui concerne plutôt l'aspect économique, c'est qu'effectivement, on a eu peur d'avoir une crise économique. Et cette peur des crises économiques a généré une économie de la crise. Une économie de la crise qui s'articule autour d'un certain nombre de choses concrètes. En particulier, télétravail. L'instauration du télétravail. Le quoi que cela coûte aussi, c'est pour répondre. Ce sont des éléments qui accompagnent, non pas la crise économique, mais une économie de la crise. Pour répondre, une économie de la crise, c'est autre chose, n'est-ce pas? Qui s'articule aussi autour du chômage, de l'habitat aussi. Parce qu'on voit que télétravail, on ne va pas se loger de la même manière, parce qu'on est chez soi, on est à distance. Et aussi une certaine forme, je dirais, de cohésion et d'interventionnisme à plusieurs niveaux. Au niveau de l'Union européenne, on a vu cette cohésion et cet interventionnisme. Au niveau de l'État français, des États. Et au niveau aussi, une forme d'intervention, aussi d'interventionnisme de proximité. Nos collectivités ont apporté ce que j'appelle le coup de main nécessaire. Donc ce sont ces éléments-là. Il y a autre chose aussi. Hein. Moi, j'ai bien vu un jeune qui a créé une affaire qui reflète aussi l'économie, une économie de la crise. Distributeur de repas.
avec sa petite voiture. On me dira peut-être que ça existait déjà un peu, mais il y avait ça. Il y a aussi Uber Eats, qui a compris que les choses évoluent et qui s'est implanté. Autant que ça continue en Guadeloupe. Donc nous sommes là à voir que cette économie de la crise, elle a été une réponse à cette peur de la crise économique. Toute la question qui se pose, c'est à savoir, est-ce que vraiment cette économie de la crise va perdurer? C'est ça la grande question. J'en ai terminé là-dessus. Parfait. Oui, je voudrais ah, juste oui. amener un petit bémol sur ce que dit Jean. L'économie de la crise appliquée à la Guadeloupe, et quand on prend l'histoire de la Guadeloupe, on la connaît depuis longtemps, parce que l'économie de la crise, ça est une réponse à la précarité. Et la précarité, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est arrivée. Hein. C'est précisément parce qu'on avait déjà cette science, cette flexibilité par rapport à la précarité, qu'on a pu peut-être d'une certaine manière faire face maintenant. Mais c'est pas non plus une réponse totale. Cette précarité, depuis tout le temps, on a des pare-feux socioculturels, socio-économiques locaux qui nous permettent de tenir envers et contre tous. C'est le job, c'est le coup de main, c'est des choses un petit peu, des circuits courts, enfin des petits trucs comme ça qui relèvent de l'ordre de la connivence. Ça, c'est l'économie de la crise. Attention, là, c'est différent. Là, maintenant, le problème qui se pose, c'est l'organisation structurante, solide, dans une sécurisation locale, endogène, face à une situation mondialisée ou mondiale qui se dégrade complètement et qui va devenir la règle du jeu. Et donc, les réponses qu'il faut qu'on trouve maintenant sont des réponses beaucoup plus structurantes ou structurées que de simples réponses d'ajustement socioculturel qui manifestement peuvent fonctionner dans un système établi, mais ne vont pas fonctionner dans un système qui se dérègle complètement. Il y a une exigence maintenant, et je rejoins un petit peu ce que disait dans ce sens-là Édouard, il y a une exigence de penser aussi la crise comme une vaste confusion des genres et des styles qui va nécessiter l'émergence d'un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, il est basé sur effectivement une définition du local qui s'indépendantise d'une manière ou d'une autre, ou s'autonomise des différents paramètres exogènes, extérieurs, qui tentent à le définir au-delà de ce qu'il est réellement. Hein? Et c'est ça qui va être le problème. Hein? Alors, et pour nous, il va falloir comprendre qu'est-ce qui relève des aménagements pratico-pratiques qu'on fait entre nous-mêmes, potes et manœuvres, et qu'est-ce qui répond réellement d'une économie qui peut être l'objet d'une alternative de développement, d'une sécurisation des gens, des personnes, et d'un projet de vie, littéralement, à mon avis. Exact, excellent. Raymond. Oui, cette crise économique, crise sanitaire plutôt, qui a débouché sur une crise économique et sociale, ça tout le monde le sait. C'est vrai que nous avons quelques adaptations, quelques inventions sur le plan local mais c'est pas suffisant. Ça c'est du débrouillardisme et ça reste archaïque et ça remonte à des habitudes du passé que nous avons connues. Aujourd'hui, le monde a évolué technologiquement, socialement, économiquement, à tout point de vue, et donc sanitairement. Et donc, il faut voir les choses, comme disait Raphaël, effectivement, de manière plus structurée pour pouvoir pérenniser cette situation. Cependant, pour ce qui concerne de la crise elle-même et de la manière dont ça a été traité, moi, j'admire et je tire mon chapeau pour tous ceux qui n'ont pas lâché la barre, qui n'ont pas cédé à la tempête Covid. Je parle des soignants, tout le monde médical, les petits comme les grands, depuis les spécialistes et docteurs jusqu'aux ambulanciers, jusqu'aux infirmiers, aux infirmières. Ceux-là, les 95%, les 90% de ces gens-là qui ont tenu la barre Guadeloupe pour ne pas effondrer. Ces gens-là, je les admire. Ils ont fait que leur boulot, certes, mais il fallait aussi cette volonté, malgré la tempête qui existait dans la rue, que ces gens-là ont tenu la barre, y compris les pompiers, ont tenu la barre Guadeloupe pour ne pas laisser
écouler la bas Guadeloupe. Et ça, je les admire. Est-ce que j'ouvre une parenthèse autour de ce que tu dis. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, et Collier a posé la question, ceux qui ne sont pas vaccinés ne travaillent pas et ne sont pas payés. Hein? Bon. Que ce soit à l'hôpital, les infirmiers, que ce soit les pompiers. Hein? Donc tu as eu un groupe de héros hein, qui, disent-ils, aujourd'hui, sont bannis. Alors pour moi, la question que je te pose... Enfin, plutôt des zéros, c'est peut-être des zéros. Que penses-tu de cela hein? Et est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Et si oui, comment? Alors, moi, je reste, et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire là, il ne faut pas garder les choses archaïques du débrouillardisme. Moi, il y a des règles. Il y a des règles. On ne peut pas traiter ceux qui respectent les règles de la même manière que ceux qui ne respectent pas les règles et qui sont une écrasante minorité. Ça, c'est pas possible. Donc, les règles ne sont pas respectées, il y a des sanctions qui ont été prises. Moi, je trouve tout à fait normal. Pour moi, c'est normal. Je répète ce que j'ai dit ici même. Pour conduire une voiture, il faut un permis. Si vous n'avez pas de permis, vous postulez pour un poste pour être chauffeur, le chef d'entreprise vous dit, mais monsieur, il vous manque quelque chose, vous n'avez pas l'essentiel, le permis de conduire. Pour pouvoir exercer à l'hôpital avec ce problème de Covid, il faut remplir les conditions. Par exemple, vacciné, vous n'êtes pas vacciné, vous ne répondez pas aux règles, eh bien, c'est normal que vous soyez sanctionné. Et je dirais même, pour aller plus loin, ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont pris en charge de la même manière par la société que ceux qui sont vaccinés, je trouve là, il y a une injustice. Ceux qui ne sont pas vaccinés, vous ne voulez pas respecter les règles, eh bien, à ce moment-là, vous payez votre facture d'hôpital. Et là, je pense que le problème sera résolu très tôt. Hein. Toi, tu penses que c'est l'application de la règle, point. Moi, c'est l'application de la règle. C'est même pas l'application de la règle. C'est ce qu'il dit, je ne dis pas si c'est cela. C'est ce qu'il dit. La règle dit que tu n'es pas vacciné, tu ne travailles pas. Donc on applique sur toi la règle. Je vais citer, excuse-moi, quand on parle de personnes qui font la grève de la faim, arrêtons, c'est une mascarade. C'est une mascarade. On se rend compte à l'évidence que c'est pour tenir un argument. Pour ceux qui défendent dans la rue cette initiative, pour avoir un argument. Moi, c'est très bien que c'est une mascarade. Et j'aurais pu dire, à notre époque, on fait grève de la faim pour changer une société. Mais il y a un problème. Mais c'est ce que que sa famille a dû réagir. Il a arrêté. On ne parle pas de l'homme, hein, parce que l'homme est malade. Hein, mais dans le principe, tu penses que ce n'est pas un argument pour combattre, mais même si le type accepte de faire ça pour lui. C'est pas comme ça. Alors, c'est pas comme ça. Il y a d'autres méthodes plus légales. C'est une réaction. Oui, une réaction intéressante. Ça m'intéresse qu'on fasse un petit break sur cette question-là. On y va. Alors. Oui, parce que c'est aussi le pendant de cette crise. C'est justement les antagonismes, les incompréhensions et la division de la société. Je rappelle que ce gouvernement donc a qu'une seule politique, c'est diviser la société, diviser les Guadeloupéens. Moi, je ne dirais pas, comme mon ami Raymond, que je respecte en passant, je ne dirais pas qu'un homme qui fait une grève de la faim, c'est de la mascarade. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, je pense. Là, je pense. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Je pense. Je crois. Mais il faut rétablir justement un équilibre. Oui, d'accord. Hein, puisque un homme qui décide de mettre sa vie en jeu, c'est qu'il l'interpelle. Et il pose une question. Je rappelle, et je l'ai dit encore, et j'aime à le répéter, qu'on ne peut que s'interroger sur la manière dont cette loi du 5 août 2021 délivre, justement, ou distribue la manière dont on veut emmener un individu, notamment un professionnel de santé, à se faire vacciner, à être obligé de se faire vacciner. Des questions préalables ont été posées. Je rappelle encore au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que ce vaccin protège du virus. Les Guadeloupéens, si censés qu'ils le sont, et tant mieux, donc on posait cette question globale, on disait, attendez, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et on voit bien que d'une première dose, d'une deuxième dose, d'une troisième dose, d'une quatrième dose, c'est un abonnement que nous prenons. Et pourtant, qu'à vacciner contre d'autres maladies, on pas avant qu'à prendre abonnement comme ça. Donc on peut s'interroger, à juste titre. Oui. Maintenant, aujourd'hui, deuxième volet de cette affaire-là, c'est le volet répressif. On dit aux professionnels de santé, dont je rappelle qui étaient les méritants de l'époque, aujourd'hui qui sont les parias
de la fonction hospitalière, en tout cas du système de santé hospitalier, de dire que vous n'êtes pas vacciné, je vous suspends votre rémunération. Il y a des pères et des mères de famille aujourd'hui qui ne vivent pas de rémunération. Est-ce que parce que je suis contre une vaccination, où je pose des questions justement sur cette capacité de ce vaccin à me protéger ou mieux me protéger, je dois être exclu de la société en tant que je ne puis pas. Que faire alors que faire que faire, c'est d'abord les rétablir, d'une part. Et je rappelle, la première des choses qui a été demandée, et dont je suis un des pourfendeurs, c'est d'adapter cette loi. C'est de l'adapter. Il est possible d'adapter une loi. Je vous rappelle encore ici, rappelez-vous, en matière de transport urbain de passagers, il y a une loi Sapin qui devait s'appliquer en Guadeloupe. Cette loi Sapin était une loi, justement, contre la corruption dans la passation des marchés publics. Vous savez, rappelez-vous, vous étiez mes précurseurs, en tout cas en termes justement de vision de la société guadeloupéenne, des collectifs justement de ces transporteurs se sont dirigés à un seul homme et ont dit non, nous ne pouvons pas loi ça appliquer en Guadeloupe. Un émissaire du gouvernement de l'époque est arrivé en Guadeloupe et a dit, entendez, que cette loi est inapplicable en Guadeloupe. On a adapté une loi. Il y a un contexte socio-économique et socio-sanitaire ici qui fait que nous avons un système de santé plus bas que terre. Nous avons besoin de tout le monde là-dessus. La Guadeloupe a ses particularités. Je ne les apprends à personne. Cette loi avait besoin d'une adaptation. Et en ce sens qu'ici, on a martelé que cette adaptation était possible. On a failli où alors? À quel moment on a failli? Parce que cette loi, elle n'était pas du ciel. Alors, là où on a failli, c'est pas tant justement sur la façon dont toute cette loi a été administrée ici. C'est plus justement sur la représentation, le leadership de la représentation. Les élus auraient dû être les premiers à dire, attendez, j'ai une population qui nous interpelle là-dessus, je suis avec elle, cette population-là. Et c'est pour cela que j'ai questionné justement ce transfèrement justement du leadership politique, un collectif en lutte à récupérer justement une situation qui est politique, alors que moi j'ai voté pour des hommes qui sont censés me représenter, me défendre. C'est là. Ça c'est clair. On a failli. Ça c'est clair. C'est terminé. Alors la faillite est sur 2 points, mais elle est. Alors d'une part sur la contextualisation, bien sûr, donc de cette loi par rapport au territoire, et d'autre part bien sûr sur la logique des territoires et la montée des territoires. Comme, alors, je vais prendre un mot compliqué, vous allez me comprendre. La montée des territoires comme épistémologie régionale. C'est ça. Ça veut dire comme lieu d'intelligence et de sens donné. Donc, c'est ce que tu veux dire? C'est ce qu'on dit. Je suis content. Mais quand même, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est le rapport entre règles et crise. Oui. Attends, vous mettez en place, parce que c'est un rapport complètement antinomique. La règle, par définition, définit un statu quo. Elle protège un système existant et elle reproduit un système qui est par définition rigide, donné, structuré et qui dit ce qu'elle a à dire. Et donc la règle arrive pour consolider et renforcer l'ordre existant des choses. Or, c'est quoi la crise? La crise est précisément la remise en cause fondamentale de tous les ordres existants, de tous les ordres de fonctionnement et de toutes les logiques de pérennisation. Donc là, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas en même temps dire qu'on va régler quelque chose et qu'on est en situation de crise. Si la crise, elle est justement le signal d'échec du système précédent, sinon il n'y aurait pas eu crise, par définition. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose de particulier pour l'esprit et qu'on a du mal à considérer, c'est de fonctionner. On reste dans notre système binaire, donc on veut imposer de tout prix une règle sur une situation qui ne peut plus gérer ou pérenniser cette règle-là, parce qu'on n'arrive pas, et je reviens à ce que vous disiez par rapport au parrain, à penser une troisième voie. On n'arrive pas à penser le paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut tout à la fois que le système sanitaire et hospitalier fasse son premier métier qui est de soigner et de garantir des gens, tout en reconnaissant en même temps que le vaccin, c'est un pis-aller ou je ne sais pas quoi, ou qu'il ne s'applique pas dans un territoire donné d'une manière ou d'une autre. Mais cet esprit, cette capacité de conciliation entre soi et soi-même, cette capacité de demander au territoire, mais comment quelque chose qui vient d'en haut s'impose sur vous et comment y réfléchir. On dit dans un système, on l'a déjà dit, jacobin, centralisé, enfin tout ce que tu veux, qui est incapable de penser cela. Et c'est ça la difficulté. Très bien. 2 pistes quand même. On a parlé là-dessus. Il y a 2 choses qui m'ont interpellé. La première, c'est, comme dit justement Édouard, la Guadeloupe, pour une fois, sur une question, joue le rôle du village gaulois. Bon. Pourquoi gaulois? J'ai aimé l'expression. Mais le village gaulois, s'il rentre en résistance, il faut qu'il communique à l'échelle globale.
C'est ça. C'est ça la faiblesse de cette affaire-là. Si jamais il y avait un filon dans le questionnement de l'administration de ce produit, hein, il fallait que la Guadeloupe en parle au monde, et non pas uniquement sur la place de Mornalo. Donc il y a une première faiblesse, il me semble, hein, dans la façon de parler au monde. Nous ne parlons pas assez au monde. Comme Vladimir. Première, exactement, tout à fait. Vladimir Oui. parle au monde, Vladimir systématiquement. Il parle au monde, il parle même pas aux Ukrainiens. Il parle au monde, Volodymyr Zelensky. Il faut parler au monde. Ouais. La deuxième chose, en étant pragmatique, je me souviens, dans une jeunesse lointaine, j'avais fait un stage dans un syndicat allemand, dans la métallurgie, où la première chose qu'on m'a dite, monsieur, chez nous, nous avons en caisse 3 ans de salaire pour tous nos militants. Ouais. Camarade, réfléchis à ça quand même. Oui, oui, tout à fait. Il faut réfléchir à ça. Là, on ne rentre pas dans des combats sans bâton. Hein. Là, on peut négocier et on peut parler. Et je m'en occupe personnellement. J'ai les moyens de lui faire une offre qu'il ne sera pas refusée. OK? Bon. Alors, continuons. Sur cette réflexion-là, Jean. Alors, sur cette réflexion, Ouais. quand tu dis que la Guadeloupe doit parler au global, au monde, Oui. sur la question du vaccin, ou tout ça, moi je dis que là-dessus, que la Guadeloupe ne peut pas parler au monde, au global. La Guadeloupe ne peut pas parler au global. Et s'adresser au global, le global dira, si on peut schématiser les choses, écoutez, mais vous êtes fermés, mais ce qui existe chez vous, c'est aussi chez nous. Tout simplement, c'est méconnaître le global. Quand on dit que la Guadeloupe, excuse-moi en tout cas, Non, c'est intéressant. que la Guadeloupe Oui. doit parler au global, moi je pense que c'est méconnaître le global. Tout simplement parce que la question du vaccin, tout ce que nous entendons à propos, les débats, tout cela ne constitue, ce n'est pas un monopole français, ce n'est pas le monopole de la France. Allez en Chine, c'est encore plus violent chez nous le débat. Allez au Canada, nous savons ce qui s'est passé récemment, parce qu'il y a le numérique, etc. Au Canada, nous voyons. On va en Italie, partout, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est le monde qui est aux abois. Donc, on ne peut pas donner d'exemple. Si le global attend de nous un exemple, ce serait de trouver la solution au problème. Mais ne pas aller dire forcément au global que voilà, nous souffrons de telle et telle pathologie, et qu'est-ce qu'il en est chez vous? Non, Eh bien, on vous dira, non, non. Jean, tu Oui. fais mal parler le local. Là. Ouais. Si tu penses que le local, je t'en prie, si tu penses que le local n'a rien d'autre à dire que de dire c'est pas scientifiquement ça marche pas, c'est un faux vaccin, toutes ces banalités de première approche, c'est ça je te rejoins. Par contre, il y a une question de l'application unilatérale sur un territoire donné, Oui. de règles dont le territoire souffre ou ne veut pas. Il y a une question de ça. Ça, c'est une belle question. Comment peut-on simplement passer par perte et profit l'interpellation d'un territoire par rapport à l'application d'une règle? Là, je pense que c'est une question que le local peut poser sur toutes les problématiques, Oui. et y compris celle-là. Qu'en penses-tu? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de poser une telle question. Mais moi, je vais quand même signaler Oui. que cette idée, je ne pense pas qu'elle va m'échapper. Je vais quand même signaler que si nous regardons par exemple en France, la politique de santé, ça appartient à Quelle l'État. France? La hexagonale ou Hexagonale, locale? Oui. Faut n'est-ce pas? préciser. Enfin, en France. Mais c'est pas du régalien, quand même. Hein. Oui, la politique de santé. La en France, santé, hein, en France. la santé, c'est pas La du santé- régalien. Hein. La CETA, c'est régalien. Non, moi, je suis pas au courant de ça. Ce n'est pas Moi, européen. Non, Eh bien non, oui, non, dans le concept. non, Soyons très précis. On peut débattre. Tu as raison, Jean, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, mais c'est régalien. On peut débattre et dire, bon, la ça ne santé, devrait la pas santé être. n'est Ça pas ne devrait régalienne. pas. La Ça ne santé n'est devrait pas pas régalienne. C'est pas régalien. Elle Ça peut ne devrait pas être transférer, régalien. elle peut Ça ne devrait transférer. pas être régalien. Non. Non, En c'est tout pas cas, régalien. C'est pas régalien. En Non, tout cas, C'est pas régalien. je vois que nous avons ici ARS, c'est dirigé par directrice. que l'on connaît. oui, l'agriculture. Et- Pendant un temps, là, il y avait un directeur de l'État qui est d'agriculture. nommé. C'est pas régalien. Voilà. Et puis, les grandes décisions concernant l'ARS, les assemblées siègent dans les instances. Oui. mais c'est un échec. On avait souhaité que nos assemblées soient là. Mais on a répondu, c'est une compétence de l'État.
On a répondu sur compétence Genre, de l'État. compétence régalienne. Non, mais Alors, je termine là-dessus. Conclu, j'ai encore le Conclu. Bon, en fait, ce que je veux tout simplement dire, Ouais. c'est que cette question de vaccination, nous souhaitons que ce soit notre affaire à nous. Eh bien, nous savons ce qu'il faut, c'est faire des choix politiques. Avec tout ce que cela peut comporter, n'est-ce pas, n'est-ce pas? D'accord. Mais il y a une question de choix fondamental, C'est clair. et c'est la démocratie. Donc c'est une question politique. Non, la démocratie. Vraiment, Attends, la démocratie. Attends, juste un mot. Non, mais juste un mot, parce qu'il y a des choses qui passent trop. Il y a des choses qui passent trop vite. Oui. Quand on me dit c'est démocratique, non. Et Jean dit il y a une question de choix fondamental et c'est démocratique. C'est pas le choix fondamental qui est démocratique, soyons clairs. On est là. Oui, Ce d'accord. qui peut être démocratique, c'est la qualité de réponse qu'on va faire à ce choix-là. Or, la qualité de réponse doit dépendre des territoires, qui par définition sont à géométrie variable, y compris par rapport à la question centrale qui est posée. Ok. Donc, il y a une centralité de la problématique et de la question, il y a une pluralité des réponses possibles, mais il y a un blackout qui est fait sur les systèmes d'adaptation et de réponse. Donc, la démarche qui permet d'aller du local au collectif n'est pas une démarche démocratique, puisqu'il y a un déni. Tout à fait. Donc il y a un truc grave qui se joue là, et donc il faut bien comprendre que les réponses qu'on peut, quel que soit le problème qui est posé et qui est identifié par une centralité quelconque, ça c'est légitime, mais par contre ce qui ne devient pas légitime du tout, c'est la crédibilité des réponses au regard justement de cette interpellation du local. Parce que par définition, la flexibilité, la souplesse, par définition, appartient au local. Oui. Et d'ailleurs, je passe la réponse à Oui, Raymond tout de pardon. suite. J'en veux comme illustration comment nos frères et sœurs martiniquais ont attaqué cette question. Bien sûr. Hein? Ils ne sont pas moins français que nous. Hein? Je dis ce genre de mal de cette question-là. Ils ne sont pas moins français que nous. Et dans la question politique par rapport à cette question-là, ils ont l'air de se débrouiller mieux que nous. Hein? Mieux que nous. En tout cas, ça veut dire que cette question doit être posée au thème de les territoires existent. Oui, Ils existent. absolument. Et ils doivent s'exprimer, ils doivent rencontrer, non pas la règle extérieure, mais ils doivent... D'eux doit émerger peut-être quelque Une règle. chose. Hein, voilà. Leur règle. Et peut-être que, bon, lorsque la vérité passe par le prisme des ressentiments locaux, hein, on a un problème. Mais je veux juste rajouter, parce que c'est important, excuse-moi, Oui, oui. 30 secondes. C'est pas important de comprendre à quel niveau on a... Donc les territoires existent, pas nécessairement comme des entités de la République, mais comme des identités C'est ça. de cette République. Et pour rebondir sur ce que dit Raphaël, c'est-à-dire qu'au nom de l'égalité, il ne sûr. faut pas justement faire l'erreur de l'uniformité. Voilà, ben, bien C'est sûr. Nous sommes d'accord. D'accord. Raymond, ça a l'air très chaud là, c'est bon. Ouais. Tu as parlé de Oui. la Martinique qui Oui. a fait peut-être mieux que nous. Ouais, je suis pas sûr. D'accord. Alors, on parlait de global et de local. Et pourquoi nous ne parlons pas comme Zelensky au monde entier pour faire connaître notre position? Mais parce que tout simplement, les gens ne veulent pas. Et ils disent, bon Dieu, pourvu que ça peut arriver. Lorsqu'on regarde le schéma de ce qui se passe, on a l'impression, au regard des résultats politiques, hein, là on rentre un petit peu dans un constat politique, les initiatives qui sont prises pour combattre un système qui n'est pas bon, qui n'est pas d'actualité, qui ne répond pas à ce dont nous avons besoin. Déjà, on ne peut pas faire se servir à la carte. C'est soit on est dans la France, ou soit on n'est pas dans la France. Donc, on ne peut pas servir les Vosges différemment que la Bretagne, que la Guadeloupe, que la Martinique, etc. On y est ou on n'y est pas. Ça, c'est une première chose. Et à travers, et c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, cette affaire d'autonomie. Autonomie, oui. Et là, probablement, c'est par là qu'on peut trouver des ajustements pour arriver à différencier un certain nombre de choses par rapport au local, par rapport au global. Je reviens sur la crise sanitaire. Et ça, on va revenir sur cet aspect-là, hein, c'est ce qu'on va traiter tout à l'heure. Je reviens sur les conséquences de la crise sanitaire en Guadeloupe. Et ça, je n'en ai jamais entendu parler de cet aspect, je dirais, injuste, de cette profitation, des gens qui combattent la profitation.
de cette profitation exercée sur le monde agricole pour voir des camionnettes de marchandises sortir à Bemaou, le marché, pour aller servir des gens qui sont soi-disant dans le besoin, notamment ceux qui ne travaillent pas. Mais ce n'est pas forcément ceux qui ne travaillent pas, parce que combien de personnes ne travaillent pas? Pour prendre des camionnettes de marchandises, des gens qui souffrent dans la boue, dans la sécheresse, au soleil, avec leurs enfants, avec leurs femmes, venus prendre gratuitement, presque, je tendance même à parler de pillage des produits des agriculteurs, pour aller servir gratuitement des gens qui sont fonctionnaires. Ça, je trouve ça inadmissible. Et ceux qui parlent de profitation et qui exercent cette profitation sur un métier aussi dur, où les enfants, la femme, le mari, malade ou pas malade, ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas de 40%, venus profiter de ça pour prendre des camionnettes de marchandises pour aller distribuer gratuitement, ça, je trouve que c'est une profitation. Faut éclairer ça, il faut faire le point là-dessus. Ouais, très bien. Bon, donc, on en était à nos territoires par rapport à la règle. Hein? Bon, ça, et que ça, c'est l'opportunité de mettre cette question territoriale au centre du débat. Oui. D'accord? Oui. En France, c'est diagonale, c'est la règle, le territoire, l'exception. Je dis aussi, vous savez, chez nous, au local, chaque fois qu'il y a un problème vraiment important qui se pose ici, peut-être au global aussi, mais qui chez nous, pour y faire face, on se pose la question comment faire. Et on pense à la solidarité. Parce que tout doit être financé. Quand il y a des problèmes, comme le cas du Covid-19, eh bien, il faut financer. C'est une question d'argent. À tel point où, à telle enseigne où, on a même pensé, à un moment donné, de s'interroger sur l'appropriation même de la santé par l'Europe, par l'Union européenne. Certains diront c'est catastrophique de parler de ça. Mais quelque part, on a été amené à réfléchir et à parler, tout simplement parce qu'il y a le problème du financement, n'est-ce pas? Donc c'est bien, il faut que nous allions vers quelque chose de vernaculaire en termes de décision d'organisation, mais il faut bien se dire aussi que lorsqu'il sera question pour nous de faire face à des enjeux financiers, de financement, il faut que nous pesions sur la balance pour que nous puissions, nous, avoir ces moyens de financement, parce qu'il faut toujours penser au financement. Et nous avons cette culture, ou du moins c'est ce que je ressens dans le débat, de l'économie sociale et solidaire. Je ne suis pas... Mais l'économie sociale et solidaire ne peut pas tout résoudre. Surtout dans ce monde. Je sais que c'est quelqu'un de très sensible. Tu provoques un spécialiste. Tu provoques un spécialiste. Et si tu veux un jour que nous parlons de cette question, on va le faire, mais on va sortir parce que c'est vraiment beaucoup plus large. Ce sera le prochain débat. Ouais. Par contre, tu as raison. Il faut faire une différence entre le financement infrastructurel et les politiques menées. C'est ça. Le soft parce que le soft power, le soft en général, ça devient la clé. Mais c'est vrai qu'au niveau infrastructure, il faut le financement. Mais ces financements-là n'appartiennent même plus aux collectivités, aux États, tellement les fonds de pension à l'échelle internationale sont importants pour financer. Publicité. Qui marque une pause dans notre première approche entre des menaces et des opportunités. Nous avons parlé de la santé. Nous parlerons rapidement de la guerre pour pouvoir parler enfin de l'autonomie de la Guadeloupe. Publicité, à vous. Nous voici de retour autour de la question de la crise sanitaire et de ses conséquences en tant qu'opportunité ou menace, et dans sa déclinaison non seulement au niveau global, planétaire, c'est-à-dire l'humanité, le rapport à la vérité, le rapport à la solidarité, mais surtout dans sa déclinaison au niveau de la Guadeloupe et des territoires. Là où nous en étions. Raphaël Spirodel. Oui, alors entre opportunité et menace, ce qui va faire la différence, c'est la qualité, je dirais, sociopolitique de la prise en charge. Selon si on ne fait rien, c'est une menace et on va crever. Au contraire, si notre épaisseur sociopolitique, socio-administrative, socio-financière est bonne, ou suffisante, ou en tout cas volontariste, ça peut être une opportunité. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'au niveau vernaculaire, il y a, pour reprendre le terme de Jean, il y a des choses qui existent dans une espèce d'économie empirique, spontanée, dans une espèce d'économie basée sur une réponse, adaptation, cohabitation insolite avec la précarité.
sur une économie de la connivence, sur une économie du quant à soi. Il y a des choses qui existent. Mais ce n'est pas avec ça qu'on fait du développement, soyons clairs. Il est clair que pour arriver à une organisation sociale performante, ou en tout cas un tout petit peu efficace, il faut respecter des stratifications de développement qui passent par des organisations, je dirais, sociopolitiques, qui vont permettre de prendre l'intelligence, la force de travail, la valeur de travail vernaculaire pour en faire des stratégies de développement. Or, ça, de manière constante, ça n'existe pas ou peu en Guadeloupe. Soit parce que c'est masqué, substitué par d'autres instances qui sont en place et qui reproduisent le modèle existant, soit que spontanément, la société guadeloupéenne n'arrive pas à enfanter ces modèles de fonctionnement. Je prends comme exemple le plus classique. Il existe des circuits courts. En situation de crise, on arrive à trouver. Mais ces circuits courts n'arrivent pas à dépasser le niveau du quant à soi. Et ça ne crée pas des filières. Ça ne s'organise pas. Pourtant, on a tout. On a l'intelligence, on peut avoir l'argent, on peut avoir les appuis de certains administratifs, même si l'appui est un petit peu douteux, parce que c'est peut-être pas de leur intérêt, je ne sais pas. Mais ça, on sent bien, et on le voit dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises artisanat, familiales. Il y a beaucoup d'entreprises rôle artisanal, et après ça s'arrête. Pour passer le cap entre l'entreprise familiale, l'entreprise artisanale et la PME ou la grande entreprise, il est clair qu'il y a un gap qu'on n'arrive pas à avoir. Et là, ça m'interpelle parce que depuis longtemps, j'arrive à fin de carrière, je vais bientôt partir au paradis, mais ça fait longtemps que je m'interpelle sur ce passage du quantitatif au qualitatif et que je ne vois pas venir. Alors, ça me permet d'enjamber la guerre, parce que nous parlerons de la guerre une autre fois, sans doute, parce qu'on est au cœur de la question de l'autonomie du pays. Bien sûr. Alors, la question de l'autonomie du pays, alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, on nous l'a flanqué au visage comme une réponse à notre arrogance. Et puis, visiblement, nos élus ont fui. D'après ce que j'ai compris. Avec beaucoup de courage. Ils ont fait avec beaucoup de courage, comme de grands guerriers, sur des positions déjà prévues à l'avance. On appelle ça la défaite. Et récemment, aux Corses, voilà. La France a dit aux Corses, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Bon. Alors, est-ce que l'autonomie, c'est une menace qu'on brandit comme je vous ai privé de dessert aux enfants? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'on peut dire chiche? Est-ce que c'est un suicide collectif? C'est quoi exactement cette question de l'autonomie? On y va. Qui ose allumer le feu? Je vais y aller, mais je ne vais pas être long. Dans un premier temps, pour revenir à ce qu'on disait, c'est un constat d'échec des républiques centralisées. Enfin, c'est ça qui est important. Alors, est-ce qu'on peut bâtir un développement sur un bilan négatif? Bon, on n'aura pas le choix. Oui. C'est un constat d'échec. Et juste ce que je veux rajouter avant de laisser la parole, il ne faut absolument pas qu'on fasse de confusion, nous, ni en termes de responsabilité, entre autonomie, souveraineté, indépendance et d'autres formes de développement mutuel. Ce qui est posé fondamentalement, quelle que soit la forme, c'est le rapport à soi. Comment on organise l'entre-nous? Est-ce qu'on l'organise sur de l'entre-déchirement, comme c'est le cas maintenant, ou est-ce qu'on l'organise sur un développement ou une démarche un petit peu mutualisée, communautarisée? C'est tout mon problème. Bonne question. Jean, que penses-tu? Cette autonomie telle qu'elle nous est vendue, menace, opportunité? Quels sont ses ressorts, sa clé? Tu es pour, tu es contre? Moi, je crois que ce sera toujours les deux. C'est-à-dire tantôt selon la manière de voir, enfin on peut être opportunité et aussi menace. Tout dépendra. Parce que Raphaël disait tout à l'heure que nous parlait d'une petite structure, d'une petite entreprise. Des problèmes qu'elles ont justement de sortir de leur état de petite unité pour évoluer vers des tailles moyennes et des plus grandes. C'est ce que j'avais appelé d'ailleurs, en ces termes, j'avais dit que nos petites entreprises, à un moment donné, elles étaient malades de leur propre génétique. C'est-à-dire, on les revoyait dans tous les secteurs. Parce que, écoutez, j'ai fait plusieurs métiers de ma vie. Dans le domaine du bâtiment, de l'entreprise, du bois, on voit comment les petites entreprises qui existent depuis non, elles stagnent, elles n'évoluent pas vers autre chose. Dans tous les domaines, nous voyons ça. Alors, on me dira peu,
bon, la manière dont peut-être on m'a mis ça dans la tête. Mais pour moi, une entreprise, elle est emmenée, elle doit se développer, sinon elle stagne, elle s'atrophie, elle disparaît. C'est ma conception. Donc, nous, sur la question économique, il ne faut pas que nous soyons dînés en matière de choix stratégiques. Il faudrait que nous puissions regarder cette réalité et pouvoir décider en toute responsabilité. Je disais aussi quelque part, chez nous, nous avons réellement un problème de nos relations avec même le monde de l'entreprise, puisque regardez par exemple ce que j'appelle les rumiers qui font l'Europe, n'est-ce pas, dans le secteur. Moi, on prend l'exemple du moule d'Amoiseau. Moi, je connais une génération avant, il y a une génération après, et maintenant il y a la génération du jeune Hervé. Il y aura une génération. Quand vous regardez chez nous, en Guadeloupe, regardez par exemple le maçon qui a sa construction de maison, qui a sa maison, et qui construit. Il construit, et des fois ça ne va pas de génération. Il n'y a pas d'évolution. Regardez même, je dirais, dans le domaine du bâtiment, du bois, la menuiserie. Il y a une réalité, c'est que l'artisan, ici, quand il construit, il a sa petite maison, il va construire. Et puis, après, il va faire monter l'étage au-dessus, et il va voir son entreprise en bas, et il va habiter. Après, la commune se développe, et il n'y a pas des perspectives de développement. C'est pourquoi je dis que ça a toujours été comme ça. Quand on analyse dans le temps, on voit que ce système-là, ça a toujours été, il n'y a pas eu d'évolution, et l'entreprise disparaît. C'est ce que j'appelle, pour ma part, en ces termes, elles sont malades de leur propre génétique. Alors il faut quoi? Il faut espérer peut-être que l'autonomie va nous donner un peu de tonus pour voir un peu ce qui nous concerne fondamentalement, essentiellement la question économique du développement de nos entreprises, parce que sinon nous allons sombrer dans une réalité qui a toujours existé, c'est celle des transferts sociaux. Autonomie, opportunité, menace. Alors, je ferai d'abord un petit constat. Oui. Quand on parlait de la Martinique tout à l'heure, là, on a eu M. Marie-Jeanne, indépendantiste du MIM, qui est, je crois, au bout de quasiment 50 ou 60 ans de carrière, comme Michou Chevry. On n'a pas vu la Martinique exploser dans le positif, dans tous les domaines, par rapport, c'est pas la Guadeloupe qui est à côté. On peut prendre le cas de la Corse, que je ne connais pas. Enfin, je vois à la télévision, je ne connais pas la Corse. Qui est géré par, au moins, le département de Corse, géré par des indépendantistes, ou les deux. On n'a pas vu d'explosion non plus. C'est vrai que c'est dans un contexte global. On peut dire il y a un contexte global. Je peux l'entendre. On a vu, par exemple, Saint-Martin, qui est dans un autre contexte, une autre forme, qui est un peu comme la Martinique. C'est très discutable. Il y a eu Yuma qui a cassé un petit peu Saint-Martin, qui est en phase de reconstruction, mais c'est plutôt... On a Saint-Barthélemy à côté, qui était comme Saint-Martin, qui est devenu PTOM, et qui a un essor totalement différent, opposé à tous les autres. Quand je prends le cas de la Guadeloupe, c'est vrai qu'on a vu le candidat Macron parler de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Il ne serait pas opposé à l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. Je serais plutôt dans cette orientation. On a besoin, et on a vu ça, et tout le monde le constate, qu'il y a dans certains secteurs où il y a des freins, qu'on aurait pu, sur le plan local, apporter une autre orientation, appréhender les choses autrement pour aller vers, j'espère, plus de développement, plus d'emploi, plus peut-être de régler le problème des entreprises qui ne sont pas pérennisées, des entreprises locales qui ne sont pas pérennisées. Donc si c'est pour aller vers cette évolution-là, on sent bien qu'on a besoin de quelque chose de plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Maintenant, l'autonomie, parlant de l'autonomie pure et dure, je n'ai pas le contour. Mais pour dire que l'autonomie serait mieux que l'évolution institutionnelle, donc je ne sais pas encore faire cette différence-là. Mais déjà, l'évolution institutionnelle, je pense qu'il y aura quelque chose à tirer là-dedans pour aller vers d'autres approches
de développement à tout point de vue de la Guadeloupe. Cependant, je mets un bémol, c'est qu'il y a un tel manque de confiance, de la population envers les élus, et ce n'est pas forcément en Guadeloupe seulement, et qu'on a du mal à faire passer cette chose-là. Si c'est pour faire passer uniquement sur le plan idéologique pour y arriver et que les choses restent telles quelles, eh bien, nous ne sommes pas prêts, vaut mieux attendre qu'il y ait une génération comme la génération Bruno Magra, par exemple, pour pouvoir, en Guadeloupe, pour pouvoir assumer cette évolution. D'accord. Edouard, qu'en penses-tu de cette question l'autonomie? Alors, moi j'ai toujours dit ici que le seul indépendantiste, c'est Raymond Ramaille qui est là, parce que quand il parle de Saint-Barth, il en parle avec des mots exceptionnels et des mots de responsabilité. Oui, il n'a pas l'arme à l'œil. Là, voilà. Et là, il vient de nous dire, je traduis exprès en déformant sa pensée, que ce curseur, il est d'accord pour le déplacer, hein, mais il veut que ceux qui assument la responsabilité soient au niveau de la responsabilité, pas le Nétard, hein, et Saint-Barth, c'est le modèle. Hein. Oui. Que penses-tu de mon interprétation des paroles de Raymond? Oui, qu'elle est intelligente. Elle est très intelligente. Stratégique. Mais, ouais, oui, c'est sûr et certain. Mais justement, parlant d'intelligence et de stratégie, j'essaie d'être... il faudra être courtois. Être très courtois. Moi, j'ai une question qui me revient sur cette idée d'autonomie. Il faut arrêter de se la jouer. Ça fait un moment, et pour reprendre une expression bien de chez nous, non, que bien évidemment la question de l'autonomie, elle est là, elle est récurrente. Elle n'est pas sous-jacente, elle est là. Elle est là. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la lecture que fait l'État de l'autonomie. Elle brandit ici en Guadeloupe le spectre de l'autonomie comme si on en avait peur, c'est pas une bête hideuse, c'est pas voici le grand méchant loup, rappelez-vous à l'époque de l'arrivée de l'Europe. Elle le brandit comme une arme de destruction massive ou de dissuasion massive en Guadeloupe. Attention, si vous ne vous couchez pas, je suis prêt à vous lâcher. Sachant que derrière, vous n'avez pas la capacité de pouvoir assumer les conséquences de ce largage-là, ça, en règle, là-dessus, je vous punis. La Nouvelle-Calédonie, elle est mitigée. Elle rentre en discussion avec la Nouvelle-Calédonie, elle parle avec la Nouvelle-Calédonie, elle manipule le scrutin là-dessus, mais elle ne parle pas du tout de cette question, si ce n'est que je veux encore garder la Nouvelle-Calédonie. Pour la Corse, totalement différent. La Corse a réglé son problème déjà. Rappelez-vous, depuis 2014, le Front national de libération de la Corse avait décidé de déposer les armes. Et avait souhaité qu'avec la France, l'État français, qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un schéma politique justement pour les laisser dans une identité législative propre, autonome. Plus d'autonomie législative, une liberté carrément. La Corse le demande. La Corse est en discussion. Il n'y a qu'à voir la manière dont le conflit corse est réglé. Je n'ai jamais entendu parler de GIGN en Corse. Pourtant, Jadam Caprancou. Je n'ai jamais entendu parler du RAID en Corse, contre le peuple corse. J'ai vu des gendarmes reculer devant le peuple corse. Et en Guadeloupe, j'ai vu des gendarmes, des agents du GIGN, des hommes mettre en joue des Guadeloupéens, des Français qui mettent en joue des Français. Mon Dieu, c'est quoi cette façon de pouvoir justement administrer nos colonies, ces colonies? Alors, est-ce que justement, oui, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que c'est la différence, c'est pas le fait colonial? Ben bien évidemment. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est cette vision, d'ailleurs, la Corse le dit. La Corse dit, je ne veux pas votre vision colonialiste de ma Corse. Et la Guadeloupe, de toute manière, cette vision colonialiste, colonialisée et mal colorisée, elle s'impose là-dessus sur ça. Donc maintenant, sur ce volet purement politique qu'est l'autonomie, je dis et je répète que la Corse l'a réglé, en disant que d'ailleurs la majeure partie des élus corses sont nationalistes. Ici en Guadeloupe, il y a des atermoiements, des drôles d'hésitations. Je veux pas, j'ai pas envie, je comprends pas, j'attends encore. Et cette hésitation met à mal justement l'intérêt guadeloupéen, en tout cas la façon de se projeter demain. Un exemple concret là-dessus. La crise sanitaire a montré véritablement qu'il y avait besoin d'une intelligence locale sur justement la gestion de cette crise. On a laissé l'État tout faire, tout penser.
Alors que, justement, les Guadeloupéens attendaient de ces mandants, les élus, un dialogue direct avec eux, une prise en compte de leurs intérêts, de leurs besoins, de notre particularité, de nos spécificités. C'est pas pour rien qu'on glane, qu'on hurle tout le temps que la Guadeloupe a des particularités. Mais faisons de ces particularités, justement, un pays Guadeloupe. Arrêtons, je le disais à l'instant, arrêtons de penser que l'égalité, c'est justement l'homogénéité. Non, pas forcément. L'égalité, c'est aussi nous dire que nous pouvons penser être français de manière totalement différente, avec ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. L'autonomie, ce n'est pas un spectre de dire je vous largue là-dessus. On doit pouvoir se prévaloir d'une autonomie pour penser Guadeloupe. Et tu l'as dit tout à l'heure, Raymond, à un moment donné, il y a des situations qui appellent un regard purement guadeloupéen. On n'a pas besoin forcément de questionner à l'autre côté, justement, de l'Atlantique pour dire, attendez, qu'en pensez-vous? Les Guadeloupéens doivent pouvoir se prendre en main. Et puis l'autonomie, c'est une question de maturité, de responsabilité. On a l'impression qu'on dit qu'à chaque fois qu'on n'est pas mûr de cette question-là, alors que nous sommes prêts. Parce que la situation socio-économique appelle, justement, une gouvernance un peu plus autonome. Au niveau des partis politiques, je vais t'interroger, parce que comme Poutine, c'est pour la semaine prochaine, donc je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? L'autonomie, c'est une question de droite ou une question de gauche? C'est une question centrale. Oui, une question centrale, qui appelle justement à ce que droite ou gauche puisse se positionner sur cette question centrale. Donc autrement dit, à bas justement les clivages d'appareils politiques, il est question de parler de la Guadeloupe, et quand on parle de la Guadeloupe, on n'a pas besoin de mettre une casquette de coloré. C'est la Guadeloupe qui prévaut. Parfait. Alors, pour dire là-dessus, nous devons quand même signaler que la question de l'autonomie ne renvoie pas uniquement à celle de son contenu. Le contenu est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? C'est tout. C'est une dimension extrêmement importante. Bien sûr. Mais ce n'est pas la seule dimension. Elle renvoie aussi cette question de l'autonomie à la perception que le citoyen a de ses élus. Ça, c'est un autre paramètre, même ça le plus important, parce qu'il s'agit de démocratie. Oui, bien sûr. On va interroger le peuple. C'est ce qui sera déterminant dans les résultats. On va bien, nous sommes intelligents pour cela, j'en suis sûr. Nous allons concocter un contenu, n'est-ce pas, pour mettre dans ce contenant-là, qui est l'autonomie. Ça, on sait le faire, très bien. Mais il y a un élément qui est fondamental, qui existe depuis longtemps, c'est la perception de l'élu, du citoyen, que le citoyen a, que le citoyen a de son élu. Et l'État nous regarde, mais l'État en sait quelque chose. L'État en sait quelque chose à travers des thématiques d'actualité. La question de l'eau. L'État sait, à travers la question de l'eau, quoi qu'on dise, ce que le citoyen pense de ses élus. À travers aussi des questions telles que le réseau routier, la gestion des ordures. L'État c'est quelque chose, l'État n'est pas là sans nous regarder. L'État regarde, alors qu'est-ce que l'État fait? Que fait l'État? L'État nous dit, bon, voyons, on fait des hommes dans le gouvernement. Alors, question d'autonomie, on va débattre de l'autonomie, n'est-ce pas? Parce que l'État sait que le contenu du contenant ne sera pas la seule chose qui va déterminer les trucs. Il y a la chose fondamentale, qui est la perception que le citoyen a de son élu. Moi, je pense beaucoup à ça. Et à travers des questions que nous connaissons, la question de l'eau, la question du réseau routier, la question de l'agriculture, la question de chaque année, on voit par exemple actuellement, quand il s'agit d'ouverture de récolte, vous voyez comment ça se passe, on sait très bien, et les conflits aussi, hein, l'État sait des choses. Ce sont des marqueurs, en quelque sorte, de notre réalité, comme disait Raphaël, vernaculaire. Mais Jean, va plus loin, juste une parenthèse, Jean, va plus loin dans ce que tu dis là-dessus. L'État, mais évidemment, l'État, non seulement l'État sait, mais l'État fait. L'État fait aussi. Et l'État agit. Tu parles d'agriculture. Comment pouvez-vous dire aux jeunes Guadeloupéens qui nous regardent aujourd'hui que cette agriculture aujourd'hui, c'est une question qui, à un moment donné, va connaître un terme? Jean, je te le dis. Aujourd'hui, comment peux-tu encore considérer que notre économie, elle est tout simplement une économie de comptoir, alors que nous voulons penser la Guadeloupe dans le global? Comment peux-tu encore considérer qu'aujourd'hui, que justement, en matière, par exemple, pour la banane, que nous bénéficions de préférences communautaires? On est encore garanti que les
agriculteurs ne vivent que des subventions, ne vivent pas forcément de leur production, mais ils vivent de l'argent là qu'ils ont touché justement de l'Europe là-dessus. Comment peux-tu encore considérer que justement les différents OCM parlant de l'agriculture de la Guadeloupe là-dessus sont encore des questions trop pendantes, trop difficiles? Comment peux-tu penser justement que la Guadeloupe puisse se dire qu'on doit garder justement un regard uniquement sur l'Hexagone, alors que notre zone naturelle d'échange qu'est la Caraïbe, on s'en éloigne? C'est ça que je veux te dire. Je ne parle pas d'autonomie dans le sens où il s'agit effectivement d'être dans un largage total. Je parle d'une autonomie pensée, réfléchie, concertée, à ce que pourrait que les élus puissent pouvoir discuter comme ça avec nous autres là-dessus. Mais l'essentiel, c'est de dire que quelque part, l'identité législative ne peut plus encore continuer à être la règle. Oui. Ouais, bah, je crois qu'il faut aussi ne pas oublier aussi dans le jeu de l'État sa responsabilité aussi dans la gestion de beaucoup d'affaires. Hein. Quand on parle de l'eau, je suis désolé, prenez le bilan de l'eau, la Veolia et compagnie. C'est sûr, c'est les grosses puissances. Bien sûr. Donc il y a une manière de l'argent avec l'État. Bien sûr. Oui. Donc il faut être clair. Alors pour revenir à ça, je suis plus sûr aujourd'hui que ce soit tant les politiques en Guadeloupe hein, singulièrement, que ce soit tant les politiques qui aient la main que ça. C'est terrible ce que je veux dire. Je pense, et moi, au niveau de mon engagement personnel et professionnel, je ferai plus confiance aux socio-professionnels, à la dimension économique, parce qu'eux, au moins, ils ont des intérêts. Donc, c'est clair. Et dans le rapport de l'un vers l'autre, que ce soit politique ou socio-professionnel, l'enjeu pour nous tous en Guadeloupe, et chacun des citoyens guadeloupéens, c'est comment imaginer, comment passer d'un rapport global de codépendance, je te tiens, tu me tiens, et je ne sais pas par où, à un rapport d'interdépendance, de partenariat, de discussion en termes de verticalité d'un côté ou de l'autre. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on n'improvise pas le développement. On le vit, d'une part. Et d'autre part, on le vit à partir d'une position d'auteur et une position de créateur de valeur ajoutée. Donc là, pour la question qui se pose, par quels moyens aujourd'hui en Guadeloupe, dans une économie de substitution, dans une économie de perfusion, quels sont les lieux où on dégage réellement de la valeur ajoutée, et à partir de ça, on peut parler de développement. Parfaitement, vraiment. Alors, je voulais ajouter, hein, toujours dans le même ordre d'idée, hein, le développement, le plus gros frein, et je ne suis pas là venu pour dire ce que les gens veulent entendre, hein. On a compris ça. Oui. C'est clair. C'est clair dans ta prêche. Le plus gros frein, c'est qu'il y a, excusez-moi, hein, je vais peut-être attirer la foudre sur moi, c'est qu'il y a trop d'argent en circulation, de l'argent gagné sans travailler. Tu parlais des agriculteurs, ils vivent de subventions, mais c'est valable pour le citoyen lambda, et c'est pas forcément en Guadeloupe, c'est en France. De manière générale, peut-être certainement dans d'autres pays, il y a trop d'argent en circulation. Et je dirais, un chef d'entreprise, aujourd'hui, il est confronté à ce problème-là, parce que les gens gagnent plus en restant à la maison et en travaillant au noir que d'aller travailler. Et, quelque part, on n'a pas eu le temps de traiter la guerre. Mais probablement, et c'est peut-être là le côté positif, nous n'avons pas connu la guerre, nous avons connu un système où tout va pour le mieux, on est malade, on est soigné, on n'a pas d'argent, il y a des structures pour subvenir aux besoins de l'enfant, de l'école, de ceci, de cela. Mais on a ce problème à traiter, et c'est peut-être... La valeur travail. La valeur travail n'est pas... c'est banalisé. Parce que de toute façon, même si je ne travaille pas, je vais vivre. Alors, et je connais des gens. Oui. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui, en Guadeloupe, pour prendre le cas de la Guadeloupe, il doit y avoir des milliers et des milliers de personnes en très bonne santé et qui sont en congé de maladie. Et ça, c'est une plaie à traiter au niveau de la France. Il faut traiter ce problème au niveau de la France, ce vice qui est dans la société française, où on gagne plus lorsqu'on ne travaille pas que lorsqu'on travaille. Et ça c'était... Tout à fait. C'est à traiter. Et pour être un peu juste et provoquant, il y a certainement des milliers et des milliers de gens qui sont des pros de la fraude fiscale et qui ont de l'argent caché en Suisse, qui rapportent beaucoup d'intérêts et qui dorment en s'enrichissant. Aussi.
Non, donc, C'est ça, l'évasion, c'est c'est une façon l'évasion. de provoquer. Bon, C'est en tout l'évasion. cas, Mais il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens dans ce cas-là. oui. Il y en a On a fait le quelques-uns. tour, donc, on a fait le tour de cette question qui est inépuisable. Hein. En tout cas, j'espère que ceux qui ont écouté vont pouvoir continuer à débattre entre eux. Rien n'est... Tout est dans tout et réciproquement. Le débat, c'est la clé, en fait, de cela. Alors, pour conclure, moi, j'ai une provocation tout à fait amicale. C'est une chanson d'Alpha Blondy qui parle à la France et des indépendances. Hein. Et puis donc, moi, j'ai voulu, à titre personnel, me faire ce plaisir. Ouais, hein, l'indépendance des pays africains et autour du CFA. C'est un clin d'œil tout à fait sympathique qui n'engage que son auteur. Très intelligent. Merci. À dimanche prochain sur un autre débat certainement qui va certainement vous interpeller. Et pour le moment, Alpha Blondy, pour conclure, nous allons conclure avec Alpha Blondy sur une question simple. L'indépendance tcha-tcha. À bientôt. La vraie souveraineté, c'est d'avoir un président honnête et pas marionnette. On est fatigué des indépendances tcha-tcha. On est fatigué de danser votre tcha-tcha-tcha là. La combine commence par une confusion. Transfert de compétences ou indépendance. Vous profitiez de notre ignorance. Vous profitiez de notre ignorance. Tandis que nous dansions votre cha-cha-cha. Vous contrôliez notre CFA. Vous contrôliez notre CFA. On est fatigué des indépendances tcha-tcha. On est fatigué de danser votre tcha-tcha-tcha là. On est fatigué des indépendances tcha-tcha. On est fatigué de danser votre tcha-tcha-tcha là. Vous vous êtes accaparé de notre CFA. Pillez tous nos etc. 50 ans de zigzag politique, 50 ans d'esclavage, esclavage économique. Les centres centrales de la BCAO, on sort à Francfort et non à Bamako. Les décisions de la BEAC sont prises à Francfort et non au Congo. Et ça, c'est pas rigolo. Et je dis pas du tout rigolo. On est fatigué de danser. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha là. C'est quoi cette indépendance là? On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. Zigzag politique, 50 ans d'esclavage, esclavage économique, 50 ans de zigzag politique, 50 ans d'esclavage, esclavage économique.